bonjour à tous. Donc, mon nom est Victor-Emmanuel Dessat. Donc, en effet, j'ai la responsabilité du CICERT pour la région Centre-Val de Loire. Bonjour Nathalie. Alors, oui, le petit décalage en fait par rapport à ce matin, je suis désolé du retard, mais comme vous l'avez expliqué, Mélodie, une très grosse attaque voilà, qui s'est passée une fois de plus encore sur une fraude au président avec 800 000 euros quand même de préjudice, ce qui n'est pas rien hein, sur une petite société euh, qui fait du cartonnage en région Centre-Val-de-Loire. Tout ça pour, voilà, on va commencer dans le vif du sujet. 60% donc, des entreprises victimes d'une cyberattaque aujourd'hui en fait déposent le bilan dans les 6 mois. Ça a été donc annoncé par le PDG d'Orange Cyberdéfense à la Gendarmerie nationale en octobre 2022. Et 40% donc, des attaques au niveau national couvraient spécifiquement des entreprises. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on est, on est dans un moment extrêmement périlleux pour les entreprises en France. Et il y a une prise de conscience donc, au niveau national avec relativement beaucoup d'investissements qui sont faits justement dans le domaine de la cyber. Je pense que vous en avez entendu tous parler. Juste, Victor Emel, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les 60%, c'est vraiment des attaques enfin, pas juste le fait de se faire attaquer, c'est quand vraiment les attaquants ont pénétré dans le système d'information et Absolument, tout à fait. Donc, c'est des attaques dites réussies. C'est pas simplement en fait le petit mail, le petit phishing voilà, qui embête et qui apporte son lot en fait de désagréments. Donc là, on est vraiment sur des incidents qui permettent une compromission totale du système d'information et absolument plus du tout la possibilité de récupérer ces données. Voilà. C'est vraiment ce type d'attaques hein, qui sont en effet mentionnées. Je pense qu'au jour le jour, vous allez en effet être amené à évoquer justement ces problématiques cyber avec les différents chefs d'entreprise que vous rencontrez. Et un rapide constat, donc, et au niveau national et au niveau régional, c'est qu'ils n'ont pas encore en fait conscience de la menace. L'ANSSI a publié plusieurs rapports ces derniers temps, communique de plus en plus par rapport à cette menace. Et il y en a une qui émerge au niveau de l'iceberg, c'est la partie espionnage. En fait, ce sont des attaques qui ne se voient pas, et qui pourtant sont extrêmement voilà, préjudiciables pour les entreprises. Donc, il faut en effet aider les chefs d'entreprise à prendre conscience de cette menace, puisque en fait, c'est même au-delà de la menace, c'est un risque et des risques qu'ils subissent. Alors, les grandes raisons, principalement, c'est que l'informatique, c'est pas tout à fait une priorité. C'est plutôt support. On voit bien hein, au niveau économique qu'ils sont en effet plus attachés à des parties énergétiques qu'à des parties purement informatiques. Donc, voilà, il y a vraiment cette partie-là en fait à se réapproprier au niveau du chef d'entreprise. Et l'autre partie, c'est qu'ils font énormément confiance, peut-être à tort, par rapport à leurs prestataires informatiques. La majeure partie en fait, des prestataires informatiques sont là pour définir un système d'information, mettre en route en fait, des ordinateurs, mais n'ont pas en fait, la connaissance nécessaire et la prise de recul pour justement appréhender correctement la défense en profondeur des systèmes d'information. Voilà, ça, c'est on va dire le constat aujourd'hui. Alors, c'est un webinaire relativement interactif. Hein, voilà, si vous avez des questions par rapport à ça ou des mots que j'utilise qui ne sont pas nécessairement en fait, voilà, immense, n'hésitez pas en fait à m'interrompre. Donc, dès lors, pensez cybersécurité. Il va falloir en fait que vous arriviez à les amener sur la partie que eux connaissent, c'est-à-dire la préservation de leurs actifs. Et dès lors, en fait, que l'on prend conscience que l'informatique et leurs données est un actif en fait de l'entreprise, un actif dématérialisé bien entendu, et bien à ce moment-là, la prise de conscience des menaces cyber vis-à-vis des chefs d'entreprise commence un petit peu à maturer. Et l'autre partie, c'est qu'en effet, des prestataires qui ont, avec une grosse faute d'orthographe, qui manque un S à prestataire, je suis désolé,
ne sont pas tous malheureusement au niveau. La problématique qui est la suivante, c'est que souvent ils n'ont pas les moyens et ils sont là en effet pour, comme je disais tout à l'heure, pour setter un système d'information et l'opérer et pas suivre toute la multitude de menaces et de mises à jour qu'il y a sur ces systèmes d'information. Est-ce que ça fait partie des constats que vous avez déjà pu faire en tant que développeur éco? Est-ce que ça match avec vos propres interrogations? Alors, Oui. sauf peut-être sur la partie compétences des prestataires cyber qui pourraient intervenir. Alors, on parlait pas de prestataires cyber, on parlait de prestataires informatiques au sens large. Oui. Ouais. Oui, moi Ouais, voilà, on essaie quand même d'orienter les entreprises en fonction de leurs besoins à l'issue d'un diag numérique, par exemple, sur des prestataires, alors si possible régionaux, hein, souvent régionaux, au Digital PME par exemple, et voilà, ou le réseau de contacts que le CIA. On va pas rediriger vers un seul prestataire, donc on oriente vers une liste de prestataires ou une short list de prestataires dans la plupart des cas. J'ai rarement eu connaissance de grosses déceptions de la part d'une entreprise sur un prestataire informatique alors après sur la compétence cyber, c'est peut-être des cas particuliers. Je ne sais pas si vous avez des exemples. Je sais que peut-être que s'il y a des conseillers CCI qui sont connectés, je sais qu'il n'y a pas bien, mais il y a peut-être d'autres qui pourraient compléter ce que je viens de dire. Mais moi, je n'avais pas connaissance de cette défaillance-là. Ce qui m'interpelle dans le slide de Victor Emmanuel, c'est plutôt ce point-là. Mais je l'entends. Victor Emmanuel, est-ce que tu veux répondre à ça? Puis après, on donnera la parole à Florence. C'est sur le slide précédent, c'est ça? Ouais. Sur les prestataires. Le dernier point ou l'avant-dernier point sur le fait que les prestataires ne sont pas tous au niveau. Oui. Voilà. Après, à voir si via Cyber Réponse ou autre, on peut avoir une liste d'experts cyber labellisés en région Centre-Val de Loire sur lesquels on pourrait s'appuyer. Voilà. Absolument. Alors, exactement. Donc, sur cette partie-là, on fait bien la distinction entre les prestataires informatiques et les prestataires cyber. Donc, le rôle, et on va le détailler par la suite, le rôle de Cyber Réponse, c'est en effet de définir avec des prestataires cyber clairement identifiés et qualifiés leur périmètre en fait d'intervention. Et en fonction de ça, on va bien entendu publier cette liste. Cette liste sera publique sur notre site à partir du 1er juin. Et comme ça, on pourra en effet, vous allez pouvoir vous appuyer sur cette liste pour orienter en effet vos clients. Les autres, ça sera une seconde partie. C'est-à-dire qu'on a bien pris conscience justement d'un décalage de niveau au niveau des prestataires informatiques en région Centre-Val de Loire. Pour donner un ordre d'idée, les prestataires cyber, il y en a une petite trentaine. Au niveau des prestataires informatiques, pour l'instant, on en est plus de 150 prestataires informatiques rien qu'en Centre-Val de Loire. Donc, ils ont bien entendu tous des qualités, mais sur la partie purement cyber, voilà, ils n'ont pas tous les compétences, en tout cas requises, pour pouvoir aller au-delà. Et dans toutes les menaces et les incidents qui ont déjà été remontés aujourd'hui en Centre-Val de Loire, on s'aperçoit relativement rapidement que pourtant les prestataires informatiques avaient en effet expliqué aux dirigeants d'entreprise qu'ils avaient mis tout ce qu'il fallait pour justement protéger de ce type d'attaque. Or, aujourd'hui, les attaques sont d'un niveau de complexité qui sont autrement plus pernicieuses qu'un simple phishing. Donc voilà, on est vraiment sur des catégories relativement hautes et plus ça va, plus ça commence en fait à monter. Donc c'est pour ça que l'idée de les amener à prendre cet état en fait de conscience et en leur posant des questions relativement pragmatiques au niveau des chefs d'entreprise pour les amener à se projeter sur des moyens de protection qui sont un petit peu plus costauds, ça me semble en effet une bonne idée. On avait défini donc le genre de questions à poser, c'est qu'est-ce qui se passe si l'informatique en effet est en panne? Est-ce que l'entreprise continue en effet à fonctionner ou pas? Ou alors les aider simplement à se poser la question sur quels sont les actifs essentiels pour l'entreprise. Déjà, ces deux questions-là,
en discutant avec eux, on voit J'ai vu, il y a du jamais- Arsène. comment. Quelqu'un, il dit du Arsène. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a ouvert son micro et que l'on entend. Ça a l'air d'être bon. Donc oui, je disais que en leur posant en fait ces deux questions, c'est simplement une fois de plus pour les amener à prendre conscience de la valeur en fait de l'actif informatique et finalement de l'impact de ne plus avoir en fait cet actif à leur service. Ensuite, questionner sur des mécanismes en fait mis en place en interne pour faire face justement à d'éventuelles menaces. C'est-à-dire que est-ce qu'en effet, vis-à-vis de leurs salariés, il y a des plans de formation qui ont été déjà mis en place ou dans le futur pour parler sur le facteur humain. Ensuite, est-ce qu'ils ont des process lorsqu'il y a une éventuelle menace qui court sur l'entreprise, qui ont été définis, déployés? Est-ce qu'éventuellement, il y a un plan de reprise ou de continuité d'activité? Voilà les 4-5 questions lorsqu'on discute avec un chef d'entreprise qui permet d'ores et déjà de se dire waouh, cette entreprise est peut-être plutôt un risque ou il faudrait peut-être en effet l'orienter sur des éléments un petit peu plus concrets pour qu'elle monte en ce qu'on appelle en maturité vis-à-vis des menaces cyber. Ensuite, il s'avère que le chef d'entreprise, principalement, il a comme préoccupation majeure la performance économique de son entreprise. Et si on lui parle en fait de performance économique et qu'on la lie en fait à la sécurité, je pense qu'on a une écoute qui est différente de la part du chef d'entreprise. Il faut savoir que lorsque l'on fait de la sécurité, on décortique l'entièreté en fait du système d'information. Et comme c'est une fonction support de l'entreprise, le fait de la décortiquer permet un petit peu de redéfinir correctement les priorités de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en améliorant le processus économique de l'entreprise, on améliore de fait aussi la sécurité d'un système d'information. Elle est encore trop mal perçue lorsqu'elle est en effet déployée de manière un petit peu comme ça, anarchique, comme quelque chose d'extrêmement difficile. Je pense que vous le vivez au quotidien, lorsqu'on vous demande en fait des mots de passe qui font, je sais pas, 25 lignes, qu'on vous envoie des SMS dans tous les sens, qu'il faut faire ci, il faut faire ça, ça devient en effet extrêmement compliqué. Et là, on n'est pas du tout dans la performance économique. Aujourd'hui, en 2023, on a déjà en fait passé ce cap-là et on a des possibilités d'améliorer la performance, d'améliorer la sécurité sans impacter en fait la performance. Donc, toutes ces méthodologies, nouvelles méthodologies, les prestataires cyber sont en effet capables, en amont, on le verra tout à l'heure, de déployer maintenant, de manière un petit peu plus correcte, la sécurité des systèmes d'information, tout en améliorant la performance économique. Et je pense qu'en parlant de performance économique vis-à-vis d'un chef d'entreprise, on a vraiment une équipe qui est différente. Et enfin, en dernier point, il faut en effet les aider parce que, en termes financiers, il existe en fait des aides financières. Alors, je ne sais pas si Anne Gall est là, Mélodie. Elle est connectée. Très bien, comme ça, elle pourra éventuellement parler un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'il s'avère qu'aujourd'hui, la complexité des systèmes d'information fait qu'il y a forcément un coût qui est associé en fait à la mise en place de la sécurité des systèmes d'information. Et ce coût-là, en fait, les aides financières, que ce soit au niveau national ou régional, sont là aussi pour aider. Tu veux faire une petite intervention, Anne-Gaëlle, sur la partie Captain, éventuellement, sur la partie amont? Sinon, je poursuis et si elle se connecte. Sinon, tout à l'heure, Florence voulait évoquer un point Oui. sur les prestataires. On peut peut-être lui donner la parole. Oui, bien sûr. Ouais, puis ça peut peut-être faire le lien puisque c'est nous, en fait, le premier niveau sur ces outils CAP liés au numérique. Et là, pour en avoir, je dirais, testé l'appétence auprès de quelques dirigeants qui nous interrogent, alors plutôt sur, voilà, ils ont des logiques d'investissement, alors parfois dans le numérique, mais parfois dans d'autres sujets. Et quand on les questionne sur la sécurité informatique, ils nous répondent effectivement, c'est notre prestataire qui s'occupe de tout. Voilà. Et là, on sent qu'ils ont une confiance totale dans le prestataire. J'ai beau leur dire qu'on a des outils actuellement à travers le CAP numérique de soutien à la phase conseil pour
les éclairer sur leur vulnérabilité potentielle. Pour l'instant, alors j'avais peut-être pas les bons mots et je trouve super là les questions type, parce que voilà, on n'a peut-être pas encore nous à notre niveau les bons questionnements, mais pour l'instant, je sens que c'est un sujet qui accroche pas. Donc du coup, c'est pour ça que nous, avec ma collègue, là, on écoute le webinaire. Je pense que ça peut être bien pour nous d'avoir ce type de questions. Et d'ailleurs, quand vous dites quels sont mes actifs essentiels, qu'est-ce que vous parce que moi j'ai l'actif du bilan en tête, mais est-ce que vous avez d'autres actifs en tête? Voilà. Donc, principalement, en fait, c'est leur actif, donc on va dire dématérialisé. Je pense donc en termes d'actifs, c'est les données de leur société, donc les clients, et ça c'est quelque chose qui les touche. La donnée en fait dématérialisée, c'est quelque chose qui leur parle directement parce que c'est ce qui leur permet en fait de faire tourner leur business au quotidien. Ensuite, sur la partie purement en effet confiance aveugle au niveau de leurs prestataires, ce qu'il est important en fait d'avoir comme, à mon sens, comme élément de langage, c'est le fameux transfert de responsabilité. Quand un chef d'entreprise en fait fait appel à un prestataire pour lui monter en fait son système d'information, il transfère donc la responsabilité à ce prestataire suivant un fameux SLA, donc un Service Level Agreement. En tout cas, il faut m'aider Mélodie par rapport à la traduction française. Mais sur ces parties en fait d'accords, on se rend compte qu'il y a de fait à l'intérieur de ces accords une décharge complète par rapport à ce type de menace sécuritaire. C'est-à-dire que si jamais l'entreprise se fait attaquer, de toute façon, ça ne sera jamais de la faute des prestataires informatiques. Ça, c'est quelque chose qui est clair, qui est souvent écrit noir sur blanc aujourd'hui sur l'ensemble en fait des contrats des prestataires informatiques. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas, bien entendu, prendre en compte cette responsabilité. Ensuite, au niveau légal, le chef d'entreprise est légalement responsable de ces données. C'est-à-dire que si jamais il y a une attaque faite sur son système d'information, il y a donc deux niveaux qui sont importants, ces fameuses en fait, déclarations au niveau de la CNIL. Et ça, légalement, il est en effet, il a l'obligation de le déclarer. Et on le voit bien, en fait, hein, si jamais les mesures n'ont pas été prises en compte, il ne pourra jamais se retourner vers son prestataire informatique. Parce que son prestataire informatique, une fois de plus, n'est en aucun cas responsable de cette partie-là. Légalement, c'est le chef d'entreprise. Donc, je pense que c'est important de l'aider, en tout cas, à prendre conscience que vis-à-vis de la loi, s'il subit en fait une attaque informatique, le responsable est le chef d'entreprise et en aucun cas le prestataire informatique. Sur l'attaque qui est en cours ce matin, c'est quand même 800 000 euros. Hein, c'est pas rien. C'est lui qui est en effet responsable. Point. Voilà. Alors que le prestataire informatique avait donc depuis des années répondu favorablement à l'ensemble de ces différentes demandes et de mécanismes de système d'information. Donc en termes de déclaration, de dépôt de plainte, toutes ces choses-là, la responsabilité, c'est le chef d'entreprise. Et ça, c'est pas parce qu'il a fait un transfert de responsabilité à un prestataire qu'il est couvert sur cette partie-là. En aucun cas, malheureusement. Donc, je pense que c'est important de leur dire, en disant, en tout cas, de les interpeller, en leur disant, mais est-ce que vous êtes sûr finalement que la responsabilité du maintien opérationnel de votre système d'information incombe à votre prestataire informatique? Voilà, cette simple question va créer éventuellement un doute. Et la prochaine fois qu'il va renégocier un contrat ou qu'il va relire éventuellement son contrat en fait de prestation, il sera peut-être un petit peu plus attentif sur ces parties-là. Et tu pointes aussi un sujet important, c'est-à-dire que pour faire appel à un prestataire, il faut rédiger un cahier des charges. Pour rédiger un bon cahier des charges, il faut à minima savoir de quoi on parle et quels sont les points qu'il faut mettre dedans. Et là, en fait, le bas blesse. C'est souvent, il y a une méconnaissance des chefs d'entreprise de ce qu'il faut demander et du budget qui est nécessaire et normal d'attendre d'un prestataire pour tel et tel niveau de service. Et donc là, nous, on a tout un rôle d'acculturation par rapport à ça. Et c'est là où, je dirais, les appuis régionaux, notamment, sont très importants. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des nouveaux coûts qu'on n'avait pas forcément chiffrés et des nouveaux services auxquels on n'avait pas forcément pensé qui apparaissent au fil du temps et de l'évolution
des pratiques, parce qu'il y a aussi une évolution des pratiques qu'il faut re-questionner, du coup, enfin, qui doivent re-questionner l'organisation du système d'information. Il n'y a pas qu'une question de compétence des prestataires. Absolument. Et on en revient finalement à se poser la question voilà, du principe même économique de l'entreprise. Florence, est-ce qu'on a répondu à la question? Florent également? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces parties-là? Alors, on continue. Alors, bien entendu, donc, pour ça, donc, suite en effet à cette prise de conscience voilà, de l'état de la menace qui est plus que sérieux, hein, puisqu'il est, il est considéré aujourd'hui comme préoccupant donc, au niveau national. Donc, voilà, l'ANSSI a déployé surtout l'ensemble. Peut-être expliquer ce qu'est l'ANSSI? Oui, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et elle a déployé donc, donc, via le plan France Relance, voilà, sur l'ensemble des différentes régions du territoire, des CICERT, donc des centres en fait de réponse à incidents de cybersécurité, dont un est en Centre-Val de Loire et qui s'appelle Cyberréponse. Alors, le but en fait de ces centres, c'est ce qu'on appelle un tiers de confiance. C'est-à-dire qu'on ne vend rien, mais par contre, on met les gens en relation. Et pour le centre de réponse, donc Cyberréponse en Centre-Val de Loire, on coordonne et on centralise donc la réponse aux incidents de cybersécurité pour l'ensemble de notre territoire. On favorise la montée en compétences de l'écosystème cyber par différents types d'animation. Ça permet en effet le rayonnement de ces fameux acteurs au niveau local, mais aussi au niveau national. On contribue à la diffusion et au partage d'informations cyber et on permet donc l'établissement et le suivi de statistiques d'incidentologie régionale. Voilà. C'est-à-dire qu'on fera une espèce de météo, voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée sur des statistiques d'attaque, quels sont les types d'attaques, la fréquence, éventuellement donc l'impact, et tout ça au niveau régional. Mais en tant que tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on est vraiment là pour mettre en relation et aider les entreprises à justement définir correctement, faire appel à des bons prestataires, des prestataires qui ont été en effet qualifiés, des prestataires qui ont été certifiés, avec qui on discute énormément pour justement être capable de remédier à ce type d'incident. Alors, le périmètre d'intervention, donc de manière extrêmement générale, au niveau donc, cyberréponse, c'est qu'on est situé entre cybermalveillance, qui est plutôt très orienté particulier et très petites entreprises, et l'ANSSI, qui, elle, couvre, donc cette Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui, elle, couvre plutôt les très, très grandes structures. Donc, Cyberréponse, c'est des PME, c'est des PMI, c'est des ETI et des associations employeuses principalement. On couvre aussi, bien entendu, l'ensemble des collectivités. Mais en ce qui nous concerne, en fait, ce matin, on est plutôt focalisé sur tout ce qui est PME, PMI, ETI et associations employeuses. Tout ce qui est très petite entreprise, donc des gens qui sont vraiment tout seuls, etc., on les oriente vers le site de cybermalveillance.gouv.fr, qui est en effet là pour les assister. Cyberréponse est un centre d'appel, donc il y a une personne au bout du fil qui est là, alors que cybermalveillance.gouv.fr est une plateforme web. Et ensuite, pour le reste, les très, très grosses sociétés, donc les opérateurs d'importance vitale et les opérateurs de services essentiels à la nation, là, c'est toujours donc l'ANSSI en collaboration avec Cyberréponse, avec les 6 cercles régionaux qui travaillent pour ces fameux OIV et OSE. Voilà un petit peu défini le périmètre d'intervention. Ensuite, comment est-ce que ça fonctionne au niveau des différents services? Donc, on travaille beaucoup en fait en prévention. Donc, on est là pour leur donner en fait des informations et de la sensibilisation aux risques cyber. Donc, il y a 2 numéros de téléphone donc, qui ont été mis à disposition, dont un numéro d'urgence cyber qui est un numéro vert gratuit pour l'ensemble en fait des différents bénéficiaires, en l'occurrence toutes les entreprises que j'ai citées tout à l'heure. Sur la détection, l'orientation et le suivi, on va rentrer après en détail sur chacune des différentes actions. Et enfin, une post-attaque qui est sur la résilience, le retour d'expérience et justement les remontées statistiques d'incidentologie. Donc, je vous invite bien entendu à copier ce fameux numéro de téléphone qui est ce fameux
numéro d'urgence, donc le 0805 69 15 05. De toute façon, on partagera, Mélodie, cette présentation. Alors, en cas d'attaque, qu'est-ce qui se passe? Donc, Cyberréponse est là pour apporter vraiment un premier secours. C'est-à-dire que même si les chefs d'entreprise que vous avez que vous contactez ou qui n'ont pas pris encore conscience un petit peu de cette menace, aujourd'hui, souvent, donc notre délégué régional de l'ANSSI a souvent coutume de dire, c'est pas en fait quand est-ce que ça va arriver, parce que ça va de toute façon arriver. Voire c'est déjà actif. Voire malheureusement, exactement, c'est ce qu'on appelle les fameuses victimes qui s'ignorent. Dans un rapport très alarmiste en début d'année, donc il y a 3 mois, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information nous a communiqué que malheureusement, beaucoup d'entreprises sont déjà en fait touchées, mais elles ne le savent pas. C'est ce qu'on appelle les victimes qui s'ignorent, c'est-à-dire que ce sont sur leurs équipements dits périphériques, donc les équipements réseau, énormément en fait d'équipements réseau sont déjà, on va dire, sous contrôle de pirates informatiques. Donc ça, c'est une information qui est importante. Il faut savoir que l'espionnage est un incident. Si vous avez eu vent, en tout cas, d'espionnage, ne serait-ce qu'un espionnage économique, c'est un incident. Et il peut être remonté, en effet, à Cyberréponse via le numéro d'information que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, en cas d'attaque, que fait Cyberréponse? On qualifie donc ce qu'on appelle un premier niveau, donc basé sur la taxonomie officielle de cette Agence nationale des systèmes de sécurité et systèmes d'information. On les accompagne au premier secours d'urgence, donc la fameuse mise en PLS donc du système d'information. Dans le dernier slide, on vous a mis avec Mélodie justement on va dire les bonnes pratiques, les 5 grandes bonnes pratiques qu'on parcourra tout à l'heure. Ensuite, il y a une mise en relation avec des prestataires cyber de remédiation. Comme l'a dit tout à l'heure Florent, bien entendu, de préférence régionales, qui sont référencées, certifiées dans les 2 heures suivant la déclaration d'incident. C'est-à-dire que dès qu'on a vent, en effet, et dès qu'on a qualification, dès qu'on a mis en PLS, à ce moment-là, on prend contact avec le prestataire le plus apte en fonction de l'attaque, en fonction de l'incident, à les aider à remédier au plus rapidement possible. Et ensuite, remédier, ça parle à tout le monde? De les aider à se remettre à flot, avoir un système d'information qui soit en mode dégradé, mais qui permette les activités de la société. Donc, on est vraiment sur ce niveau en fait de mode dégradé. Hein. Puisque derrière, il y a une investigation donc, numérique, hein, il y a une plainte qui est déposée, mais on va le parcourir tout à l'heure. Et tout ceci avec un suivi en fait, de l'incident jusqu'à sa complète résolution. C'est-à-dire qu'en fait, Cyberréponse prendra donc contact en fonction du type d'attaque plusieurs fois jusqu'à la complète résolution en fait, de l'incident. Nathalie avait une question. Oui, Nathalie. Ouais. C'était juste pour savoir, ça comprend aussi la remise à niveau de l'informatique de production, parce que souvent on pense à l'informatique un peu bureautique, etc. Mais il y a tous les aspects de supply chain derrière qui peuvent être aussi très gravement impactés. Absolument, tout à fait. Absolument. On est vraiment typiquement donc, dans des industries, sur des lignes de production. Elles en font bien entendu complètement partie. C'est pour ça que la fameuse mise en PLS, en fonction donc, du secteur d'activité, bien entendu, lorsque l'on demande de débrancher les machines, ce sont des machines de ligne de production, bien entendu, absolument. Et l'autre partie, au niveau donc, de la mise en relation, le but est en effet pour l'entreprise le plus rapidement possible d'avoir un mode donc, de production et ce mode de production est souvent dans un premier temps donc dégradé. Mais en tout cas, ça leur permet d'avoir leur activité économique qui redémarre. Et dans un deuxième temps, et là on verra sur la partie donc investissement, sur un deuxième temps, il y a en effet une investigation qui est faite beaucoup plus poussée pour ne plus justement avoir à subir ce type d'attaque. Et en tout cas, on suit de A à Z jusqu'à la complète remédiation du système d'information, de production, bien entendu. Alors, juste une précision parce que tu ne l'as pas évoqué. Donc, nous, l'intervention de Cyberréponse est financée. Par contre, l'intervention des prestataires reste à la charge de l'entreprise. Ça, c'est un premier point.
Et d'autre part, on a une question dans le chat sur les horaires d'ouverture de Cyberréponse. Oui. Et du coup, comment on fait quand c'est fermé? Voilà, vous l'aurez juste à la fin. Absolument, puisque c'est pas 24 heures sur 24, il nous faudrait une équipe d'une quinzaine de personnes pour pouvoir couvrir cette partie-là. Et voilà. Ça, on ne l'a pas encore. Ça, on l'a pas encore. Et j'ai juste encore une autre question, c'est quand tu dis Victor Emmanuel jusqu'à sa complète résolution, de ce que tu as pu voir, ces complètes résolutions, ça se compte en quoi? En jours, en semaines? Non, en mois. En mois, hein, oui, absolument. Alors, pour vous donner en fait un ordre d'idée sur un ordinateur simple en fait que vous avez chez vous, vous avez environ 4, 5, 6 millions en fait de fichiers. Donc, dès lors que votre système d'information est impacté, donc on imagine bien le nombre d'endroits assez incroyables sur lesquels quelques petits kilos donc, de virus peuvent venir en fait se cacher. Donc voilà, c'est vrai, il y a une véritable en fait investigation qui derrière est menée pour d'une connaître ce qu'on appelle les fameux IOC, ce sont les indicateurs de compromission. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment ce que fait donc le prestataire cyber, c'est qu'il essaye de définir ce qu'on appelle le patient zéro et surtout d'isoler ce fameux patient zéro. Donc, c'est ce que l'on aide en fait à faire sur la partie donc mise en PLS. Dès lors que cette patient zéro est isolé, il y a toute cette investigation qui peut, en fonction du système d'information, de ligne de production, en fonction du secteur d'activité en fait de l'entreprise, prendre, on va dire, entre généralement, mais ça se compte en mois, hein, c'est pour trouver donc toute la chaîne de compromission. Généralement, c'est des mois pour remonter correctement la chaîne de compromission. Alors, ce qu'on a pu voir là, c'est que très vite, on trouve le patient zéro. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une semaine, on voit à peu près quel était ce patient zéro, où on a déjà très très vite les indicateurs donc, de compromission, ce qui permet très très vite, c'est-à-dire en l'espace de 1-2 semaines, de tout de suite protéger, en tout cas, pour avoir ce fameux mode dégradé, pour repartir en termes d'une activité d'entreprise économique. Ça nous permet déjà de définir un mode de protection, un premier mode de protection. Mais derrière, pour de la récupération de données, pour autant qu'il y ait eu en effet un ransomware sur lequel on n'est pas donc les clés de décryptage, là, ça prend énormément de temps, vraiment. Pour vous donner un ordre d'idée sur une entreprise avec un petit peu moins de 500 employés, ça a pris 3 mois voilà, sur de la production. On le voit hein, sur des collectivités qui, elles, aujourd'hui communiquent. On est sur entre 3 et 6 mois systématiquement pour remonter proprement, pour vérifier toutes les données avant de remonter un système d'information. Donc, on est vraiment sur du mensuel derrière pour retrouver, on va dire, une vitesse de croisière propre et stable. Et ce n'est pas parce qu'on a encore récupéré donc, cette vitesse propre et stable que l'on est en effet à couvert d'autres types d'attaques. J'ai répondu à la question, Nathalie? Ouais. Donc voilà un petit peu, donc là on est sur la partie donc, détection, hein, c'est-à-dire que voilà, on a un problème, on l'a vu, on téléphone en effet à Cyberréponse et voilà un petit peu les différentes étapes et processus que l'on met en œuvre pour justement aider les victimes cyber. Alors, on peut même aller encore plus loin, c'est-à-dire que pour l'instant, cette partie-là est complètement financée donc sur le fonds en fait, de France Relance et Cyberréponse mettra, je pense, à la fin de l'année, une possibilité de les aider. On se rend compte que les chefs d'entreprise aujourd'hui sont complètement démunis et on imagine bien, hein, lorsqu'il y a une attaque, qui subissent une attaque, toutes les parties d'accompagnement en termes juridiques, notification au niveau de la clinique, que ce sont quand même des informations qui sont obligatoires, hein, légales, des déclarations d'assurance, des déclarations d'aide financière, toutes ces parties-là doivent être faites en moins de 48 heures. Pendant que vous êtes complètement en état de crise, on imagine bien que le chef d'entreprise, qui, une fois de plus, je le répète, est le seul et unique responsable pour signer l'ensemble en fait, de ces documents, il a complètement autre chose à voir. Et en fait, Cyberréponse donne en fait un accompagnement supplémentaire qui est, on le voit hein, sur l'accompagnement du dépôt de plainte. Alors, ce dépôt de plainte n'est pas évident à faire. Souvent, on va à la gendarmerie du coin ou au poste de police du coin, mais ça ne se fait pas tout à fait comme ça en fait dans le monde cyber, parce qu'en fonction, peut-être que vous avez affaire en effet à un gendarme qui connaît, et parfois le gendarme, lui, ne connaît pas. Et la particularité dans le monde cyber, c'est que
cette déclaration n'est pas nécessairement liée au lieu où l'attaque a eu lieu, c'est-à-dire au siège social de la société. C'est qu'en fonction de la souche malveillante qui a permis l'attaque, eh bien souvent ça dépend ou de la gendarmerie ou de la police. Et ça, seul le prestataire cyber qui intervient donc dans les quelques heures suite à l'attaque est capable de nous remonter le type de souche malveillante. Dès lors, on est capable en effet de prédéfinir le dépôt de plainte pour aider le chef d'entreprise à en effet déclarer cette attaque au niveau légal. Ensuite, il y a la mise en relation juridique. On voit bien que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui, dans ces fameuses 48 heures, d'avoir les bonnes informations au niveau du tribunal d'instance, de la greffe et des barreaux qui s'occupent des parties donc, cyber localisées sur l'endroit où a eu l'incident. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 déclarations au niveau de la CNIL. Dès lors qu'un chef d'entreprise n'a pas accès à son système d'information, il y a nécessairement, c'est une obligation légale, une déclaration qui doit être faite à la CNIL. Ensuite, lorsqu'il y a une analyse un petit peu plus poussée du prestataire cyber sur place, le prestataire nous dit attention, en plus, il y a eu en effet des données à caractère personnel qui sont sorties du système d'information. Et là, c'est encore une seconde déclaration qui doit être mise en place. Par rapport à ça, donc, on a donc sur la CNIL, il y a 72 heures sur cette fameuse déclaration. Mais il y a la déclaration en fait d'assurance, et cette déclaration d'assurance en fait doit être faite dans les 48 heures. On imagine encore une fois de plus une personne qui est en pleine crise cyber, elle n'a absolument pas du tout le temps, et en plus si elle n'a plus du tout accès à son système d'information et aux données qui sont dedans, alors voilà quoi, c'est même pas la peine. Vous n'avez même plus le numéro de téléphone de votre assureur, vous n'avez plus le téléphone de tous ces gens-là en fait. Donc, c'est ça ça le devient problème. en effet extrêmement compliqué de remonter ces différentes données. Donc, on est là en effet pour les aider à déclarer. Donc, même si jamais il n'y a pas eu d'assurance cyber qui a été prise en compte, on est là pour les aider à pré-remplir justement des formes qui sont établies avec les différentes sociétés d'assurance et de leur fournir donc ces bonnes informations. Par contre, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la déclaration d'incident au niveau de l'assurance doit être faite dans les 48 heures. Mais sous couvert et sous condition qu'il y ait eu un dépôt de plainte avant. Donc, on voit bien, en fait, cette imbrication légale qui est extrêmement complexe, qui doit être faite dans les 48 heures. Et ensuite, en effet, en tout cas en région Centre-Val de Loire, on a cette possibilité de faire des déclarations d'aide financière. Et là, c'est pareil, un chef d'entreprise ne connaît pas nécessairement l'ensemble en fait, des aides financières qui peuvent être amenées lors d'un incident cyber. Et toute cette partie relativement chronophage, c'est quelque chose qu'en fait Cyberréponse, donc en région Centre-Val de Loire, propose aux PME, aux PMI et aux ETI en fait de notre région. Ça, c'est vraiment en fait une valeur ajoutée. Et je terminerai en fait sur cette partie donc, du dossier incident cyber, c'est que c'est quelque chose d'absolument confidentiel. C'est-à-dire que le responsable de l'ensemble de ce dossier, qui doit signer l'accompagnement des dépôt de plainte, 2, les mises en relation juridiques, 3, les notifications à la CNIL, 4, les déclarations d'assurance et les demandes en fait financières, qui les signe, c'est le chef d'entreprise. C'est le seul et unique responsable de ces parties-là. Donc, on voit bien que en termes d'éléments de langage, lorsque vous avez affaire à eux sur ces parties en fait de responsabilité légale, si jamais il y a en effet une structure qui leur permet en fait d'accompagnement administratif et juridique, c'est quand même une valeur ajoutée qui est fondamentale, qui est vraiment énorme. Donc voilà un petit peu ce qu'est le fameux dossier incident cyber. Bien entendu, en toute confidentialité, on utilise donc les dernières technos en termes de chiffrement. Aucune information nominative est donnée, donc ça ne reste que de la pseudonymisation. L'entièreté en fait du dossier est remis uniquement au chef d'entreprise et c'est le chef d'entreprise qui signe l'ensemble de ces différentes parties. Oui. Sandrine, tu voulais réagir? On t'écoute. Moi, je n'entends pas. Non. Sandrine, on t'entend pas. Tu peux peut-être poser ta question dans le chat si tu n'arrives pas à activer ton micro.
On te laisse poser la question dans le chat et puis on y reviendra quand on y aura accès. Je te laisse continuer, Victor-Emmanuel. Oui. Le temps file. Alors ensuite, donc voilà donc les principaux services donc, qui sont amenés par le Centre de réponse à incidents cyber de la région Centre-Val de Loire, avec le numéro d'information. Si vous avez besoin en effet d'avoir le nom d'un prestataire ou quels sont les audits ou quels sont les types de diagnostics, on va le parcourir tout à l'heure, mais il suffit en fait de téléphoner au 02 19 230 466, d'accord. C'est le numéro d'information régionale qui vous permettra en fait d'obtenir un petit peu plus d'informations. Et à partir du 1er juin, sur le site internet cyberréponse.fr. Alors, sur la partie amont, donc on travaille sur vraiment cette partie prévention. Il y a une surveillance relative des vulnérabilités dites critiques, c'est-à-dire que grâce au dispositif de ANSSI, vous allez pouvoir demander, s'ils le souhaitent, à vos interlocuteurs, donc aux PME, aux PMI et aux ETI, d'être sous couvert à protection de l'Agence nationale du système d'information. Je le précise, ce sont des vulnérabilités dites critiques et largement répandues sur les territoires. Donc, on a la possibilité, par l'intermédiaire de cyberréponse, de protéger, de mettre en tout cas en surveillance certains dispositifs d'entreprises qui le souhaitent. Ensuite, on a une orientation vers des dispositifs dits de prévention. On va, pareil, le détailler sur des diagnostics, sur des états des lieux, sur des audits cyber en région. Et ensuite, on travaille sur la prévention par rapport aux événements et aux animations de l'écosystème. Le prochain événement qui aura lieu, donc c'est les premières assises de la cybersécurité, qui auront lieu en fait le 1er juin 2023 à Bourges, à l'INSA de Bourges. Donc c'est un format un petit peu particulier qui se déroulera sur la journée. Sur la matinée, il y aura en effet donc, des conférences basées sur différents panoramas, donc le panorama régional, le panorama des menaces, le panorama de la recherche actuelle, le panorama justement de tout ce qui est sécurité économique en région Centre-Val de Loire, donc vraiment avec un focus régional pour les entreprises. L'après-midi, il va y avoir donc des ateliers, dont un atelier spécifique entreprise, c'est-à-dire que là, on va rentrer un petit peu plus dans les détails au niveau des aides, au niveau des diagnostics. Et en parallèle de cet après-midi, il y aura un capture de flag, donc un concours en fait de hacking qui sera qui est à destination en fait de 150 jeunes et qui sera là donc pour exploiter justement des vulnérabilités. Donc je vous invite bien entendu à venir parce que c'est un nombre de places limité. Au niveau du CTF, il y a 150 places et on a considéré qu'il y avait une centaine en fait de places pour l'ensemble des 3 ateliers. Je pense que Mélodie, tu pourras envoyer aussi donc aux développeurs économiques. Oui, ça sera dans la prochaine newsletter. Super. Sur les éléments de prévention et de sensibilisation, bien sûr, il y a ce que l'ensemble de l'écosystème produit. Bien sûr, il n'y a pas que Cyberréponse qui parle de cybersécurité et on est connecté avec l'ensemble des partenaires. Je sais qu'en Touraine, la CCI fait un événement le 30 mai. Il y en a eu plusieurs qui ont déjà été faites, donc les CCI sont très actives et si certaines veulent prendre la parole aujourd'hui, n'hésitez pas. L'ANSSI, bien sûr, est très, très présente sur le territoire, sur toutes les manifestations. Isabelle, j'ai bien eu ton message. Alors, je ne sais pas si elle est connectée. Isabelle David, qui nous avait invités sur un petit déjeuner. On pourra bien sûr pas être présent à toutes les manifestations et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de relais au sein des développeurs économiques pour parler de ce sujet-là et nous remonter les urgences à traiter. Parce que plus on est nombreux à en parler et mieux le territoire se portera. Comme le dit Mélodie, en effet, on a sur le coup, on a complètement, en fait, on est en relation avec l'ensemble des partenaires et en collaboration au niveau donc national et au niveau régional. On a bien entendu avec l'ensemble de mes homologues, on est en relation. On remonte énormément d'informations sur les types d'attaques, sur les secteurs d'activité qui sont plus ou moins visés. Il y a en effet, Mélodie l'a précisé, donc la CCI, BPI France, qui travaille et au niveau national et au niveau régional, et d'ailleurs qui sont très, très actifs sur cette partie-là. Il y a la gendarmerie avec comme Cybergende. Il faut savoir que l'espace cyber aujourd'hui est considéré comme un espace à part entière
par la gendarmerie. Le général de corps d'armée, donc le général Bauger, est en charge en fait de cet espace cyber en France. La police nationale aussi, par l'intermédiaire de justement la lutte contre la criminalité, donc la section J3. Il y a cybermalveillance, donc on l'a précisé tout à l'heure. Voilà, tout l'ensemble en fait de l'écosystème est mobilisé. Nous sommes en relation avec l'ensemble de cet écosystème-là pour justement aider à améliorer en prévention et avoir un retour en fait d'expérience sur la partie cyber. Ensuite, voici le périmètre d'intervention, cette fois par dispositif, donc au niveau financier. On a, alors c'est bien entendu de manière macroscopique, défini donc l'ANSSI et la Gendarmerie nationale, BPI France, la CCI et la région Centre-Val de Loire. Alors, qu'est-ce qui est possible en effet de proposer au niveau des entreprises? La région Centre-Val de Loire propose donc des aides. Et là, c'est pareil, Anne-Gaëlle, si jamais tu veux intervenir sur la partie en fait audit. On est sur des parties audit donc, qui sont financées en fait à 50%. Et ces audits, en fait, ont une durée relativement longue. On n'est pas sur des audits, en fait, des diagnostics d'1 à 2 heures. On est sur, on va dire, la semaine. Ensuite, CCI, donc là, c'est pareil, s'il y a des personnes de la CCI, ils peuvent en effet intervenir sur la partie diagnostic, état de lieu et audit. Laurent, tu es toujours connecté? Voilà mon micro. Ça arrive progressivement. Non, mais je suis tellement habitué à Teams que quand je passe sous Zoom, je perds mes pédales sur les boutons d'activation. Oui, alors tu veux sur nous la présenter les différentes activités des CCI sur le volet cyber? On en profite, c'est là, c'est mieux que ce soit toi qui en parle. J'en profite effectivement, alors ce sera complété par Fabien qui est connecté également pour la CCI Loiret. On a notamment 2 CCI très actives avec des conseillers formés spécifiquement sur le sujet dans l'Indre et puis dans l'Eure-et-Loire, donc qui sont en capacité d'intervenir sur leur territoire, mais potentiellement s'il y a un besoin qui se manifeste dans les autres départements, on peut les mobiliser également. On avait en 2022, mais ça va être reconduit prochainement au niveau national, des dispositifs qui nous permettent de financer ces diagnostics. Oui. Donc, pour intervenir gratuitement auprès des entreprises pour réaliser cet état des lieux, ce plan d'action, et puis un accompagnement qui consiste à, par exemple, aider l'entreprise à rédiger un cahier des charges, faire la mise en relation avec un prestataire spécialisé, d'où ma question en début de réunion, et puis de suivre également les interventions dans le temps, sur des temps qui sont plus longs. On travaille également avec des prestataires externes. Alors ça, c'est vraiment du cas par cas, territoire par territoire. J'ai presque envie de vous dire entreprise par entreprise en fonction de sa typologie de besoins. Et peut-être, Fabien, tu peux compléter par ce qui est en cours la collaboration en cours avec la PAV. Tout à fait, ouais. On a signé une convention de partenariat avec Gendarmerie nationale et la PAV, et donc on propose des ateliers spécifiques. Donc le prochain, ça sera à Pithiviers, et puis c'est pareil, il faudra que je rentre en contact parce que j'ai vu que Madame Corny-Montreuil était présente, donc pour qu'on voit sur son territoire quand est-ce qu'on pourra éventuellement proposer un nouvel atelier. Donc avec la PAV et la Gendarmerie nationale. Et puis j'en profite pour vous dire qu'on va avoir une coordination régionale sur tous ces sujets, donc du numérique, mais également sur le volet cyber qui devrait arriver au niveau des CCI, Centre-Val de Loire. Voilà, idéalement avant l'été ou sinon plus tard à la rentrée, on aura une personne qui va être dédiée à ça et qui va pouvoir justement travailler ces aspects de coordination, d'animation et de bonne définition et de valorisation des interventions du réseau des CCI sur la cybersécurité. Super. Merci. Parce qu'on voit bien qu'en effet, c'est un sacré problème et il faut en effet être là pour aider les entreprises à le résoudre. Exactement. Bon, Anne-Gaëlle ne pourra pas intervenir parce qu'elle n'a pas de micro. Bon, c'est pas grave.
on va en discuter pour elle. Elle nous enverra donc un petit sur le chat si jamais ce que l'on dit est pas très juste. Mais donc sur la partie en fait audit de la région Centre-Val de Loire, il y a en effet ce fameux dispositif, donc c'est le volet cyber du dispositif Captain, donc cadre de transition numérique, qui permet en effet de proposer des subventions à hauteur de 50% en amont, donc sur les parties audit, et qui vont, alors l'ordre, c'est 1200 euros jour et pour un minimum de 5 jours. C'est pour ça qu'on achat sur la partie en fait audit, ce qui est un petit peu différent de tout ce qui est diagnostic. Le diagnostic, c'est quelques heures, c'est-à-dire que la gendarmerie en effet vient ou CCI vient, et puis il y a en effet une discussion ou l'ANSSI. Et là, on est voilà, sur une première discussion pour aboutir à un degré de maturité. En tout cas, déjà avoir une première réflexion. Un état des lieux, c'est généralement la journée, c'est-à-dire qu'à partir d'un état des lieux, on est en effet capable d'aller au niveau de l'audit, c'est-à-dire pour mesurer en fait des écarts par rapport à ce que l'on cherche à avoir. Ensuite, il y a BPI France et Mélodie. Éventuellement, je te laisserai définir un petit peu plus en détail l'état des lieux et l'audit de BPI France. Oui, donc BPI France, un peu à l'image de la région Centre-Val de Loire, en fait, BPI a proposé et vient de lancer son diag cyber, qui fait appel à des prestataires extérieurs qui sont labellisés et choisis par BPI, hein, de la même manière que la région, c'est pas la région elle-même qui fait le diag, bien sûr, ce sont des prestataires identifiés et qualifiés, notamment par Cyberréponse qui interviennent. Là, on est sur un. Alors, entre l'état des lieux et l'audit, hein, c'est sur 4 jours. Donc, effectivement, en fonction de la taille de l'entreprise et de son système d'information, on pourra aller de manière plus ou moins profonde et qui est financé à 50%, donc qui a un coût restant pour l'entreprise de l'ordre de 2200 euros. Et ensuite, voilà. Et puis, qui pourra derrière proposer un plan d'action opérationnel avec des propositions d'investissement normalement ou des éléments d'accompagnement organisationnel de l'entreprise. Et enfin, donc, il y a l'Agence nationale du système d'information et la gendarmerie nationale, hein, vous l'avez mentionné tout à l'heure, qui eux proposent aussi donc, un diagnostic de quelques heures qui permet déjà d'aboutir en fait à un certain niveau de maturité au niveau des entreprises. Donc, je pense qu'il faut en effet pousser l'ensemble, en tout cas dans un premier temps, de ces diagnostics. Il faut vraiment en effet aider les entreprises à prendre conscience de ces parties-là. Ils ont en effet l'habitude de discuter et de poser des questions, donc les quelques questions qu'on a mentionnées tout à l'heure, mais d'autres qui permettent de décomposer la partie organisationnelle, la partie technique des parties cyber, et ça aide vraiment le chef d'entreprise, en tout cas, commencer à prendre conscience non seulement en fait du risque, mais du risque économique pour sa société. Ensuite, sur la partie donc, purement aval, c'est-à-dire qu'on a voulu prévenir que guérir. Derrière, il y a eu en effet l'attaque. Il y a la partie donc, du partage en fait, d'informations. Et ce partage en fait, d'expérience, c'est sur justement faire connaître les dispositifs de résilience, puisque lorsque l'attaque a lieu, derrière, pour en effet être capable de remédier correctement tout ceci, c'est pas évident. Et en plus, ça coûte en effet de l'argent. Et là encore, j'en reviens donc au dispositif et au volet cyber de la région Centre-Val de Loire, à hauteur de 30% en fait d'investissement, est capable d'aider et d'accompagner justement les entreprises. De toute façon, vous avez tout un webinaire qui est disponible sur le site de l'UDD, qui avait été fait avec la présentation d'Anne Gaël sur le cap transformation numérique. Florence, n'hésite pas à intervenir si tu veux préciser les choses, puisque visiblement, tu es le seul à avoir un micro. Ensuite, donc, c'est en effet favoriser donc, le partage d'expériences et l'idée, c'est bien entendu d'essayer de faire de plus en plus communiquer parce qu'il y a encore un petit tabou en fait en France sur cette partie en fait. Je me suis fait attaquer, je ne peux pas trop en parler. Les collectivités locales commencent elles de plus en plus en fait à communiquer, à dire oui, on s'est fait en effet attaquer. Voilà comment on s'est fait attaquer et voilà ce que l'on aurait pu faire en amont et du coup avoir ce partage un petit peu plus large au niveau des entreprises. Ensuite, établir et consolider, donc, comme je disais tout à l'heure, ces fameuses statistiques, aider en fait à mettre en place, parce que souvent,
certains prestataires informatiques reviennent avec donc, finalement les mêmes méthodes. Cyberréponse est aussi là pour les accompagner en disant non, on accompagne vraiment les entreprises en disant ce plan d'action, il n'est pas adapté. Ça serait bien en effet de le changer ou de l'améliorer ou en tout cas de le faire un petit peu différemment pour justement limiter au maximum les risques de récidive. Et derrière, donc d'identifier donc les solutions de cofinancement par rapport à ce qui est possible en région. Maintenant, les bonnes pratiques donc, que je vous invite à très très largement en fait diffuser sont les bonnes pratiques qui sont sorties donc, il y a que quelques jours sur cybermalveillance.gouv.fr. Il y a encore quelques temps, on entendait dire voilà, les gens coupaient les ordinateurs, mais alors surtout ne coupez absolument pas les ordinateurs, simplement débranchez-les des réseaux parce que les éléments de preuve sont principalement situés en mémoire. Si l'on coupe l'ordinateur, je perds l'information pour récupérer ces éléments de preuve. Donc, il ne faut pas éteindre l'appareil, il faut le débrancher du réseau. Donc, la première chose, c'est débrancher les machines. Ensuite, surtout ne jamais éteindre. Ensuite, alerter au plus vite. Donc, là, l'idée, c'est tout de suite de téléphoner à Cyberréponse pour dire on a une attaque, qu'est-ce que je dois faire? Donc, on leur donne l'ensemble, en fait, des premiers secours pour les mettre en PLS. Ensuite, n'utilisez plus aucun équipement susceptible d'être compromis. Alors, on imagine bien qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont de la téléphonie sur IP. Autant vous dire que si jamais le système d'information est compromis, le système téléphonique l'est aussi. Voilà. Et ensuite, enfin, c'est prévenir, bien entendu, les différents collègues au sein de l'entreprise pour dire waouh, j'ai dû cliquer sur un mauvais lien, ou alors il y a un problème sur l'ordinateur qui commence, je n'accède plus à aucune de mes données. Voilà. C'est, on va dire, les consignes en cas de cyberattaque. Mais vraiment, débrancher l'appareil, ça, c'est la première des choses du réseau. Et quand on dit débrancher, alors, c'est pas donné à tout le monde, parce que des fois, il y a le Wi-Fi, des fois, il y a le RJ45, donc sur les connexions réseau. Des fois, il y a du Bluetooth, les gens ne savent pas qu'ils sont connectés à Internet via leur Bluetooth. Enfin, voilà, toutes ces petites choses-là sont importantes à transférer et à communiquer. Mais vraiment, le plus important, n'éteignez pas l'appareil. Voilà un petit peu donc les bonnes pratiques, en tout cas voilà, à diffuser au maximum pour l'ensemble de vos interlocuteurs. Chez Cyberréponse, voilà, on s'engage, nous, en termes de service level agreement, c'est de répondre, en fait, de décrocher le téléphone en moins de 2 minutes, de mettre en relation en moins de 2 heures avec un prestataire cyber qualifié et de remettre un dossier complet en 2 jours au chef d'entreprise pour qu'il n'ait pas justement à gérer toute cette partie administrative extrêmement lourde. Et l'idée, c'est de servir donc l'efficacité de la réponse à l'ensemble de nos bénéficiaires adhérents. Avec le numéro de téléphone, je le répète, le 0805 69 15. Le 15 n'est pas choisi au hasard, c'est vraiment comme le 15 pour la partie médicale, 15 05. Et les horaires d'ouverture, donc je ne sais plus qui avait posé la question, donc pour l'instant, c'est donc de 9h à 13h et de 14h à 17h30 pour les après-midi. Tout le reste du temps, il y a de toute façon des messages téléphoniques qui sont renvoyés donc qui renvoient sur le site de cybermalveillance.gouv.fr. Mais attention, et je mets un grand highlight sur cette partie-là. Il faut savoir que dès lors que l'on a vent de l'incident, les fameuses 48 heures commencent. Et ce sont des 48 heures non de jour ouvré. Souvent, les attaques ont lieu donc, le vendredi après-midi. C'est pour ça que le fait de communiquer sur les bonnes pratiques et de débrancher les machines et ensuite le lundi de pouvoir téléphoner pour faire commencer le temps zéro sur ces fameuses 48 heures est aussi relativement important et à garder en fait à l'esprit. Et je termine sur une petite citation donc, de Confucius. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Bien entendu, on sait que tout le monde sera de toute façon un jour ou l'autre touché. Eh bien, en fait, Cyberréponse est là pour vous aider à vous relever. Voilà, merci Victor Emmanuel. On a la question de Sandrine, avant d'ouvrir les micros de tout le monde, que tout à l'heure Sandrine n'a pas pu poser. Quand on parle de chef d'entreprise, est-ce que tu parles de représentant légal, des actionnaires ou du directeur d'un site, par exemple?
Non, du représentant légal. C'est lui qui a toute la responsabilité légale de la signature de l'ensemble des documents que je vous ai cités tout à l'heure. C'est le représentant légal. D'accord. Donc, quand on a une entreprise d'un groupe qui se fait attaquer, même un petit groupe, qui est considéré comme une PME, c'est pas le directeur du site, c'est le directeur du groupe qui doit déposer. Sauf si en effet il y a un numéro de tiret différent, d'accord? C'est le représentant légal associé au numéro de tiret. Typiquement, si j'ai en effet un groupe qui a plusieurs entités et sur chacune de ces entités, il y a un numéro de tiret différent avec un dirigeant associé à ce numéro de tiret, c'est lui. Très clair, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez faim. Donc concrètement, juste une petite question quand même. Bonjour Véronique. Bonjour. En gros, le vendredi après-midi, vous avez dit, en étant 19h, il y a une enfin 16h, allez, à 18h, là, quand vous n'êtes plus là, Oui. Donc il faut qu'ils contactent quoi, cybermalveillance, c'est ça? Absolument, tout à fait. En fait, si jamais ils téléphonent donc au numéro d'information, il y a un petit message sympathique qui leur dit bah voilà, il faut se connecter sur cybermalveillance.gouv.fr pour déclarer en fait cet incident. Et ça marche au niveau de l'assurance ou pas vraiment l'histoire des 48 heures? Non, malheureusement. C'est pour ça Donc ça veut dire que le représentant légal doit absolument, dans les 48 heures, faut se porter plainte à la police et appeler son assurance, c'est ça? Alors, c'est pour ça que notre conseil est plutôt de dire on débranche en effet l'appareil et de toute façon, l'appareil est compromis et le lundi matin, on téléphone et on fait l'ensemble du dossier ensemble. D'accord. En gros, mettre tout en off quand c'est possible. Exactement. Et comment se déroulent les ateliers? Enfin, c'est payant. Enfin, comment vous organisez les fameux ateliers de sensibilisation? Enfin, si j'ai bien compris, par exemple, celui que vous allez faire à Pithiviers, quand est-ce que vous le faites? Celui de Pithiviers, je crois que c'était la CCI, c'est ça, Florent? Oui, tout à fait, c'est ça, la CCI du Loiret plutôt. Oui, pardon, Fabien. Oui. Non, pas de souci. Et là, c'est payant ou c'est gratuit? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Et financé? Tout à fait. Tout ça, c'est financé. Vous avez envoyé, du coup, au niveau de la CCI, vous avez envoyé l'information à l'ensemble des entreprises ou pas? Par exemple, Elodie, elle a fait un envoi ou pas? Exactement. Normalement, on lui a demandé de relayer l'information. Après, je la relancerai peut-être. Elle avait peut-être envoyé un truc, je ne sais pas. D'accord. Nous, on peut relancer aussi. Et donc, ça, c'est des ateliers avec la gendarmerie, c'est ça? Tout à fait. Gendarmerie et APAV. D'accord. Mais la PAF, ils ne sont pas dans le contrôle électrique, non? C'est une société qui fait. Ils font un petit peu de tout. Non, ils font en fait tout ce qui est principalement donc, normatif et vérification en fait au niveau des normes, dont la fameuse 27001. Et en effet, ils aident énormément. Donc, comme l'AFNOR, enfin voilà, on a en effet toute une liste d'organismes qui aident à communiquer sur les parties prévention cyber. Donc ça, c'est finalement, il y a beaucoup de questions organisationnelles dans la cybersécurité. D'accord. C'est le 1er juin, c'est ça que c'est ça? Je ne sais plus. Alors, l'atelier sur Pithiviers, c'est le 12 juin. 12 juin? Tout à fait. Et les assises donc, avec l'atelier entreprise, c'est le 1er juin à l'INSA de Bourges. Oui, d'accord. Mais bon, je ne pense pas qu'ils vont aller jusqu'à Bourges. J'ai remarqué en effet certaines difficultés à bouger. Et le fameux diagnostic qui prend 3 heures avec la gendarmerie, est-ce que ça correspond à une taille d'entreprise? Enfin, est-ce que c'est payant? Est-ce que voilà, comment ça se passe? Non, c'est gratuit. Voilà. Tout ça, c'est financé en fait via le plan France Relance. Oui. La gendarmerie en fait intervient, donc c'est généralement entre 2 et 3 heures, et pour avoir un premier diagnostic. Donc c'est à peu près le même diagnostic que propose aussi l'ANTI. Donc mais par contre l'ANTI est plus orienté en fonction du secteur d'activité un petit peu plus sensible au niveau des entreprises. Pour les autres, la gendarmerie bien entendu. Et comment on sollicite ces personnes-là pour faire un diagnostic? On va mettre en fait à disposition donc une liste justement en fonction des différents départements. Il y a pour la gendarmerie certaines personnes qui sont en effet amenées et qui discutent très très bien de ces problématiques-là pour aider les entreprises à établir leur diagnostic cyber.
Là, On est sur des dispositifs qui se mettent en place, donc bon, faut le temps de tout bien organiser et tout roder. Mais bon, voilà, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à nous les envoyer en direct. Fabien, c'est avec Robin Charpentier, le capitaine de gendarmerie, que vous le faites ou pas sur Pithiviers? Non, c'est le colonel Garérès. Ah, c'est Garérès, très très bien, bah, excellent. Ouais. Absolument. Ouais. Et donc, alors par contre, lui, le colonel ne fera pas, en fait, donc lui, il fait les interventions, hein, mais par contre, il fait pas, c'est pas lui qui fait le diag. Donc, Non, du tout. si jamais voilà, vous avez besoin, vous, de noms spécifiques, voilà, on pourra en effet les communiquer sans eux. Il y a plein d'entreprises. Est-ce que vous souhaitez qu'on cible une certaine typologie d'entreprise? Principalement, j'aurais tendance à dire donc les OIV et les OSE, hein, donc les entreprises d'organismes vitaux et les services essentiels à la nation, mais sinon toutes, elles y ont droit, vraiment toutes. Donc je pousserais à avoir le plus grand nombre en fait d'entreprises avec ces différents diagnostics cyber. L'idée est vraiment de toutes les couvrir, d'être le plus exhaustif possible. C'est que d'ici quelques années, on puisse dire toutes elles ont eu au moins un diagnostic cyber. Ça fait partie en fait des indicateurs que nous avons au niveau de cyber-réponse. On a une question d'Anne-Gaëlle sur la taille de l'équipe de cyber-réponse. Alors aujourd'hui, cyber-réponse, c'est 3 analystes, c'est-à-dire que lorsque vous téléphonez, il y a 3 analystes qui sont donc disponibles, donc ce qu'on appelle en un niveau 1, c'est-à-dire pour la qualification, la mise en PLS. Ensuite, il y a 2 personnes à temps plein qui sont sur le parti niveau 2, c'est-à-dire la mise en relation avec les différents prestataires et moi-même pour l'instant. Alors, bien entendu, il y a Mélodie qui est en support du côté des BUP, qui est aussi sur un temps de cyber-réponse. Donc, ça représente environ, on va dire, 6 personnes. Je ne compte pas tous les à côté, la partie administrative, la partie communication, parce qu'ils sont vraiment, vraiment beaucoup à donner un sacré coup de main. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, Sandrine. Dans le chat ou en direct? On va attendre ta question dans le chat, du coup, Sandrine. Alors, sauf si tu arrives à connecter ton micro. Pendant ce temps-là, Fabien, est-ce que tu fais aussi intervenir Jean-Manuel, donc le délégué régional à Pithiviers ou pas? Tu veux dire au niveau de la gendarmerie? Non. Annecy. Nancy, pardon, non. Non, il ne faut pas hésiter En fait, aussi à le solliciter parce qu'il il est là aussi à notre disposition. Hein. Tout à fait, ouais. En fait, j'avais déjà fait un atelier avec lui l'année dernière, justement. Très bien. Mais oui, tout à fait, il reste dans les, Absolument, ouais. dans les papiers. Il fait partie, donc, on va dire, intégrante du dispositif régional, donc voilà, à solliciter, bien entendu. Tout à fait. Progressivement, effectivement, on pourra vous mettre à disposition aussi du matériel de communication, etc., des bonnes pratiques.